Salut tout le monde! Finalement, c'est la 7e semaine de l'anatomie des muscles du cou et du dos. Vous voyez, c'est écrit ici, on crée notre bonheur. Puis aujourd'hui, on va essayer à le faire avec l'anatomie. On regarde 5 muscles comme d'habitude chaque semaine. D'abord, 2 muscles lesquels sont plus hauts que l'os hyoïde et 3 muscles lesquels sont plus bas que l'os hyoïde, les suprahyoïdiens et infrahyoïdiens. On va voir ça. D'abord, l'océoïde elle-même, il se trouve, si on regarde sur mon image, on va avoir notre thyroïde et trachée. Plus haut, on a un cartilage thyroïdien. Plus haut, on a une membrane thyroïdien. Et plus haut, ça va être une os hyoïde. Si on palpe, si on fait la palpation, le cartilage thyroïdien il va être comme la pomme d'Adam pour les hommes, puis pour les femmes, comme un petit peu, une structure un petit peu plus raide. Plus haut, il y en a comme un petit vide et on palpe une structure osseuse, dépendamment où ce que votre océoïde est placé. D'habitude, ça influence la quantité de menton que vous allez avoir, si ça va être plus avec un angle plus ouvert ou plus fermé, ça dépend. Et aussi, d'abord, c'est un petit peu un muscle de la beauté, honnêtement, là. Pas un muscle, mais un os de la beauté. La structure de l'os hyoïde, en arrière, on a un grand corne. Après ça, on a un petit corne ici. Et la partie en avant s'appelle le corps de l'os hyoïde. D'habitude, en enfance, le grand corne et le petit corne ne sont pas soudés ensemble. Il y en a le cartilage entre eux. Et ce cartilage s'ossifie vers l'âge de 30-40 ans et l'os commence à se fragiliser. Mettons que si pour un enfant, ça pourrait être juste une dislocation, un mouvement de l'os. Pour une personne plus vieille, ça va être vraiment, on va casser l'os si on va l'étrangler. Qu'est-ce qui est intéressant? Comme je dis, si on étrangle une personne, pourquoi que, mettons, dans la police, ils peuvent dire si la personne est pendue ou s'il était étranglé, c'est pas juste par les bleus autour du cou, mais c'est aussi par la qualité de l'os hyoïde. En étranglement, l'os hyoïde se casse, mais quand la personne se pend, l'océoïde ne se casse pas parce qu'elle n'est pas touchée. Excusez-moi, c'est vraiment noir tout d'un coup. Super, mais c'est intéressant. D'abord, qu'est-ce qui se passe avec l'océoïde et pourquoi elle est importante? Elle est super importante pour plusieurs choses comme avalement, mastication, parole, puis respiration. Puis, on va regarder ici, c'est très important. Quand on, mettons, avale ou quand on mastique ou quand on respire, le larynx, il bouge en haut et en bas. Et c'est par le mouvement vers le haut et vers le bas où ce que l'épiglotte, c'est une structure vraiment solide. Ce n'est pas une structure qui a un muscle. L'épiglotte ne se ferme pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le larynx va vers le haut, puis l'épiglotte le ferme comme ça. Puis quand elle descend, l'épiglotte s'ouvre encore une fois. Donc, c'est ce mouvement-ci qui se passe. Et si on a l'os hyoïde, lequel va être brisé, ce mouvement, il ne se passe pas bien. D'abord, pourquoi que l'épiglotte est important? Parce que l'épiglotte, c'est comme un petit chapeau ou un parapluie qui renferme le trachée pour que la nourriture, quand on avale, ne rentre pas dans le trachée. Aussi, une autre deuxième structure qui aide pour que la nourriture reste ailleurs que trachée, c'est les cordes vocales. D'abord, quand on avale, en vérité, d'habitude, vous allez remarquer, on prend une inspiration, les cordes vocales se ferment, l'épiglotte, d'abord le larynx, il va en haut, l'épiglotte le renferme, puis on est capable d'avaler. Et en avalement, la nourriture va y aller dans le bon trou, mettons. D'abord, on a 2 méthodes de protection. C'est les cordes vocales, puis l'épiglotte qui le renferme. Mais lui, vraiment, c'est comme une parapluie. Il n'y en a pas grand-chose qui renferme. C'est vraiment les cordes qui se ferment bien. Qu'est-ce qui permet de la nourriture de ne pas y passer dans le mauvais trou? Et comme on sait, quand ça passe dans le mauvais trou, on commence à tousser. D'abord, si on n'a pas de... si, mettons, l'os est brisé, en avalement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un risque de pneumonie par aspiration. C'est la nourriture qui peut rentrer en dedans,
dans le trachée, puis rester là, puis on va avoir juste la bactérie de la nourriture et qu'elle s'inflamme les poumons à la fin. Pour la parole, si on a une fracture, on a difficulté à parler. Pour la respiration, qu'est-ce qu'on va voir, c'est que si on a encore une fois une fracture de l'océoïde, l'acide de l'estomac peut se monter, puis elle peut y aller dans le trachée, et puis encore une fois faire un dommage pneumonie par aspiration. Voilà, c'est pas mal ça par rapport à l'os hyoïde. Et maintenant, une autre chose, c'est que j'aimerais que vous imaginez c'est où est placé tout ça dans le cou. D'abord, en avant ici, on va avoir le trachée. D'abord, la première structure quand on palpe ici, c'est le trachée. Deuxième, ça va être l'épiglotte. Et la troisième partie du cou, ça va être vraiment les vertèbres. Les vertèbres sont assez... ils prennent beaucoup d'espace. C'est moitié du cou environ. Là. Vraiment, quand on regarde du côté, je vais le palper. Justement, je vais vous montrer. Trachée, épiglotte. Puis, qu'est-ce que je palpe tout de suite? Là? J'ai déjà palpé mes vertèbres dans cette place-là. Vous pouvez le palper vous-même si vous voulez, sur vous, doucement. Hein? C'est vraiment une palpation très douce. Et les vertèbres, c'est assez énorme comparant avec, mettons, le trachée et l'épiglotte qui est en arrière. Notre cou, c'est 3 structures comme juste en général. Trachée, épiglotte, les vertèbres, puis les muscles qui les entourent. Super. Les plans musculaires maintenant, comme d'habitude, le plan superficiel, vous le connaissez par cœur si vous écoutez un petit peu mes vidéos. Là, c'est le trapèze comme platissement. On va les regarder ici sur l'image. Platissement, c'est comme trapèze. Et en dessous, si on les enlève, qu'est-ce qu'on va avoir en avant? Ça va être les muscles suprahyoïdiens ici, d'abord plus haut que l'os hyoïde. Le premier, ça va être le digastrique avec 2 ventres. Après ça, c'est un muscle mylohyoïdien en dessous du menton. Plus haut que mylohyoïdien, ça va être géniohyoïdien. On le regarde aujourd'hui. Et ici, ce petit muscle-là, c'est un stylohyoïdien. Oui, stylohyoïdien. Ça va de processus styloïde jusqu'à l'os hyoïde. Merveilleux. Tous les muscles suprahyoïdiens, qu'est-ce qu'ils font? Leur rôle, c'est ce que j'ai dit qu'il faut que le larynx, ça monte. D'abord, ça va aider à monter le larynx à l'océoïde. En vérité, c'est l'océoïde, mais c'est toute la structure du larynx qui va se monter. D'abord, l'épiglotte va se fermer. Et c'est ça, les suprahyoïdiens, qu'est-ce qu'ils font? Et les muscles infrahyoïdiens, ils vont aider au contraire à abaisser le larynx. Ça va être nécessaire justement pour les expirations et tout ça. On va les voir un petit peu plus tard. Maintenant, infrahyoïdien, justement, c'est un muscle lequel je trouve super fascinant, c'est homohyoïdien. Après ça, on a un sternohyoïdien, d'abord de sternum à l'océoïde, du sternum à cartilage thyroïde sternothyroïdien et de cartilage thyroïde à os hyoïde, on va voir thyroïdien. D'abord, c'est vraiment où ce qui s'attache, c'est là comme on le nomme comme ça, là, mettons. Voilà. Et je veux juste mentionner que le muscle sternothyroïdien, non, sternohyoïdien, il est en avant de sternothyroïdien. Ils sont pas, ils sont vraiment comme une en avant de l'autre. D'abord, ici sur l'image, je n'en ai pas, mais je veux juste mentionner que de sternum à l'os hyoïde, c'est un muscle qui est plus superficiel et il cache celui-là en dessous, lequel est thyroïdien. Excellent. D'abord, géniohyoïdien. Ici, sur l'image, on voit, c'est une vue supérieure de haut en bas. La bouche, le menton. Génio, ça veut dire menton en vérité, et ça veut dire de menton à l'os hyoïde. Origine, c'est mandibule épine-mentonnière au génie inférieur. Cette place-là ici, hop. Et l'insertion, c'est direct sur l'os hyoïde, sur le corps. Vous vous souvenez, on a 3 parties. C'est le grand corne, petit corne, puis le corps de l'os hyoïde.
Superbe. D'abord, les rameaux antérieurs de nerf hypoglosse, on va le voir juste un petit peu plus tard. Et les actions, il attire l'océoïde vers l'avant en déglutition. Il participe à l'ouverture mandibulaire en mastication. Génial. Le hyoglosse, c'est un muscle qui s'attache, comme d'habitude, à l'os hyoïde et après ça, dans le muscle styloglosse, justement. D'abord, pour le muscle hyoïde, c'est une bord supérieure de la grande corne, pour être plus spécifique, et pour l'insertion, c'est le bord de la langue. Innervation, c'est ici sur cette image-là, c'est nerf hypoglosse, c'est le 12e nerf crânien qui vient puis énerve tout ce qui est en dessous de la langue. Hypo, ça veut dire plus bas et glosse, ça veut dire la langue. D'abord, tout ce qui est plus bas que la langue. Et on va avoir plusieurs muscles lesquels sont énervés par le hypoglosse. L'action, justement, de hyoglosse, il abaisse la langue. Chic. Homoïoïdien. Ce muscle-là, vraiment intéressant parce que lui, il a deux ventres, encore une fois, une supérieure puis une inférieure. Puis, justement, entre ces deux ventres, il va avoir tendon intermédiaire. Et moi, j'adore cette place-là, honnêtement, parce que je vais vous expliquer ça. Pourquoi il existe ce tendon intermédiaire? Pourquoi il n'y en a pas d'attache là? Mais d'abord, tout le cou est enveloppé dans les plusieurs fascias. Si on regarde sur l'image ici, par exemple, vous voyez la couleur jaune, la couleur vert, vert foncé, bleu, rose. C'est tous les différents fascias lesquels entourent les différentes structures dans le cou. Et d'abord, le fascia le plus superficiel, ça va être une lame superficielle, elle est jaune ici. Après ça, on va avoir une lame prétrachiale musculaire. D'abord, comme vous voyez, c'est les muscles en avant de trachée. Après ça, on va avoir une lame prétrachiale viscérale. C'est les viscères. D'abord, c'est le thyroïde, c'est le trachée, puis c'est l'œsophage qui sont dans cette zone-là. Puis, on va avoir ici une gaine carotidien, et c'est de gaine carotidien qu'on va parler parce que le muscle homohyoïde, il se frotte tout le temps contre le gaine carotidien. Le gaine carotidien, elle retient l'artère carotide commune, nerf vague et la veine jugulaire interne. C'est les vaisseaux les plus importants, ils sont tout encerclés dans une gaine. Puis, oui, d'abord, c'est un petit peu ça. Et je vais revenir aussi aux images. Ici, sur l'image, c'est dessiné une petite gaine ici. C'est une gaine carotidienne, laquelle retient les vaisseaux les plus importants. Et le frottement une contre l'autre, clé est qu'on a besoin de tendons intermédiaires dans le ventre du muscle homohyoïdien. S'attache à la scapula, à bord supérieur, superbe, et à l'os hyoïde, corps, ventre supérieur. Ouais. OK. L'innervation, anse cervicale du plexus cervical. Je vais vous montrer c'est quoi une anse cervicale. Une anse cervicale, c'est un petit U comme ici. Voilà, d'abord, c'est de C1 à C3. Et qu'est-ce qu'il fait? Il abaisse et fixe l'os hyoïde. Il attire le larynx et l'os hyoïde vers le bas lors de phonation et de la phase terminale de la déglutition. D'abord, quand on fait les sons et quand on fait une déglutition à la fin, il faut que ça tire tout vers le bas. Sternohyoïdien. L'origine, ça va être sur le manubrium et l'articulation sternoclaviculaire, sur face postérieure. Et l'insertion, ça va être l'os hyoïde corps, certainement. Et c'est la répétition, pareil, le même anse cervicale et l'action, c'est aussi aider pour la phonation et phase terminale de déglutition, de abaisser le tout. Et sternothyroïdien, sur manubrium, sur le cartilage thyroïde et le anse cervical. Wouhou! Merci beaucoup et ciao, bye! OK.